Devant le grand jury ce dimanche, El Hadj Ibrahima Sall, le président du parti Demain la République, économiste et philosophe, ancien ministre du Plan sous Abdou Diouf et l'invité d'Antoine Diouf. Les législatives, la politique énergétique du pays avec la série d'inauguration de centrales solaires, la situation économique du pays, le début de l'hivernage, l'actualité sociale et beaucoup d'autres sujets. Le grand jury, l'économiste et philosophe El Hadj Ibrahima Sall, Antoine Diouf, dimanche sur RFM, 11h-12h. El Hadj Ibrahima Sall, bonjour. Bonjour Antoine. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'ancien ministre du Plan, sous Abdou Diouf, est notre invité. El Hadj Ibrahima Sall, président du parti Demain la République. Vous êtes économiste et philosophe. Président de l'Université Polytechnique Ouest-Africaine à Dakar. Ancien professeur à HEC Paris. Diplômé de Howard University en défense et sécurité et également de la Wharton School en finance. Tout cela aux États-Unis d'Amérique. Vous suivez le Grand Jury sur Twitter avec le hashtag Grand Jury sur Facebook à travers notre page et sur nos différentes applications. À la présentation, Antoine Diouf, technique Marie-Justine Diogo, digital manager Maguette Koulibaly. Au début de cette émission, El Hadj Ibrahima Sall, ayons une pensée pieuse pour toutes ces personnes mortes du fait des fortes pluies qui se sont abattues sur certaines contrées du Sénégal. Un bilan déjà lourd alors que nous sommes au tout premier jour de l'hivernage. On parle d'une douzaine de morts. Que dites-vous de cette hécatombe ? Oui, bien sûr, il y a ce que l'on appelle les événements du fait des dieux. Je pense que nous devons rester très sereins sur le degré divin et rappeler que nous vivons à une époque où les êtres humains se détournent de plus en plus de Dieu, au point où, quand sonne le destin, nous cherchons des responsabilités. Donc, je pense que ce sont des catastrophes naturelles qui existent et qui vont encore se répéter malheureusement, compte tenu des questions de changement climatique, mais qui sont au cœur justement de la prospective et qui feront que de plus en plus les êtres humains qui vivent au bord des côtes seront envahis, les pluies, les inondations vont se multiplier et je pense que nous avons besoin de réponses globales. Mais localement, cela n'empêche quand même que nous organisions les secours et que l'État soit plus prévenant sur ce genre de questions. Il y a ce qui relève de Dieu, catastrophe naturelle quand vous dites, mais il y a aussi ce qui relève de l'humain. Que doit faire l'État pour éviter aux populations d'autres catastrophes comme celle-là ? Moi, je pense que la première chose, mais c'est d'abord l'État doit protéger mieux et anticiper un peu plus. Protéger mieux et anticiper un peu plus, ça veut dire que nous ayons vraiment une politique de protection civile à la hauteur des menaces et des problèmes que nous avons. Il faudrait, bien entendu, ça part de la politique de protection, de la stratégie en général, jusqu'aux sapeurs-pompiers, leur équipement, leur capacité, renforcer leurs moyens. Ça va aussi jusque dans la collaboration avec les populations pour justement répondre à ce genre de choses. Et je pense malheureusement que notre pays n'est pas suffisamment organisé à la base, à partir des populations, avec les populations pour répondre à ce genre de catastrophe. Et je pense qu'il va falloir de plus en plus que nous nous organisions. Nous avons un problème essentiel dans ce pays, Antoine. C'est un problème de discipline et d'organisation. Et sans organisation et discipline, nous ne donnerons jamais des réponses appropriées à ce genre de catastrophe, même s'il émane du décret divin. Donc il y a une organisation sociale, une organisation politique de l'État qui fait que nous puissions répondre de façon efficace à ce genre de menaces. Mais alors, que dites-vous de ce que l'État a fait dans le cadre de la lutte contre les inondations ? On a vu la banlieue dakaroise, les années dernières, c'était l'apocalypse. Aujourd'hui, il y a moins d'inondations. Ça veut dire que quelque chose a été fait sur ce plan, non ? Je ne sais pas, mais parce qu'il faut être très précis et très rigoureux pour tirer ce genre de conclusion. Et je ne sais pas si la recrudescence, enfin la diminution plutôt des catastrophes est due à une meilleure gestion, à une meilleure anticipation, à des travaux de canalisation ou bien tout simplement, ce sont les conditions climatiques qui n'ont pas été aussi désastreuses que dans les années passées. Mais toujours est-il que la lutte contre les inondations ne doit pas être une lutte du coup après coup.
ça doit être une stratégie anticipée et ça doit se faire en permanence. Il ne faut pas attendre la saison des pluies pour commencer à creuser des canaux et à chercher à protéger les populations. Il faut le faire de façon permanente, il faut le faire bien avant mais la saison des pluies, même si d'autant que d'ailleurs nous allons faire face à des questions de dérèglement climatique et qui feront qu'on peut avoir des changements à n'importe quel moment. Oui. Donc nous avons vraiment besoin d'une organisation, de mieux nous organiser, d'être plus disciplinés et d'être plus efficaces dans notre action. Ironie du sort, pendant que des Sénégalais se noient dans les eaux pluviales, d'autres ont soif parce que victimes de pénurie d'eau chronique, une véritable galère sociale. Comment voyez-vous cette situation? Oui, ce que je voudrais dire sur ces pénuries d'eau, c'est que c'est un déficit qui est structurel. Et que le déficit, il est non seulement structurel, mais il va être très menaçant pour l'avenir. Il y a certains quartiers de Dakar et de la région et du Sénégal qui sont restés sans eau. 21 jours dans certains quartiers, 3 mois dans d'autres. Et je pense que c'est un problème extrêmement sérieux, extrêmement grave. Parce que manquer de l'eau, c'est plus grave que manquer de l'électricité. Puisque l'électricité, on a besoin de ça que de la nuit. Et il y a des substituts, on peut faire des... Mais aussi, durant le jour, on en a aussi besoin pour la production industrielle. Oui, mais ce n'est pas vital. Disons que... Mais c'est pour comparé à l'eau, oui. Mais c'est pour des objectifs de production. Alors que si vous n'avez pas d'eau, vous manquez d'hygiène, il y a des questions de santé publique, il y a des questions même de survie, tout simplement. Parce qu'un corps qui n'a pas d'eau se déshydrate. Donc, cette situation est extrêmement sérieuse, extrêmement grave. Alors, il faut y remédier. Oui, mais quel est le problème? Quel est le problème déjà? C'est que ce déficit structurel avait été résolu en 1996 dans le cadre de la réforme du secteur de l'eau qui avait été faite et qui avait séparé la gestion du patrimoine, la confiant à la SONES et la gestion de la distribution qui a été confiée à la SOR, à la SDE pour être plus précis. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dès ce moment-là, nous qui étions au plan et qui faisions des projections sur 50 ans, sur 25 ans, nous savions qu'il y aurait ce déficit-là. Parce qu'on connaît le taux d'urbanisation, on connaît le taux de progression démographique et on sait où il y aura des déficits. Donc il y avait un programme d'investissement qui était calibré mais qui devait être suivi et qui malheureusement n'a pas été suivi et n'a pas été exécuté en conséquence. Mais des efforts ont été faits dans ce domaine, non? Oui, mais des efforts ils sont toujours faits. Mais moi je vous parle de résultats, je ne vous parle pas d'efforts. Des efforts on peut toujours en avoir, mais c'est les résultats qui sont importants en fin de journée. Oui. Mais ces résultats-là, ils viennent d'un défaut de planification ou au moins d'un défaut d'exécution de planification. Parce qu'aujourd'hui, l'usine de Keur-Momar-Sarr aurait dû faire l'objet d'importants investissements. Son extension aurait dû être gérée, sans compter toutes les possibilités qui se trouvent aujourd'hui sur les questions de désalinisation sur lesquelles nous avons des incertitudes techniques. Et sur ces questions-là, si nous n'avons pas des moyens pour désaliniser l'eau, nous aurons des problèmes très important à l'échelle du pays et je pense que c'est l'un des problèmes les plus graves que nous aurions vécu depuis notre indépendance. Et sur ces questions-là, je voudrais alerter les populations et les gens pour dire que en matière d'investissement public, il y a des priorités et ces choix d'investissement, ils ne doivent en aucune façon faire l'objet d'erreurs. L'eau est essentielle, c'était essentiel et c'était ça la principale ressource, mais qu'il fallait protéger. Aujourd'hui, nous avons des problèmes d'investissement qui posent des problèmes de production, qui posent des problèmes d'alimentation et il faut prier pour que toutes les technologies que nous sommes en train d'essayer marchent et qu'on trouve rapidement de l'argent pour les canaliser vers ces investissements-là. Parce que tout simplement, la politique d'endettement que nous menons, elle doit servir à faire face à ce genre de besoins qui sont des besoins cruciaux et vitaux. Oui, très bien. À côté de cette pénibilité, de ce supplice social, il y a tout de même une éclaircie dans la grisaille caractérisée par le fait que le Sénégal continue de se doter de centrales électriques ou centrales solaires. Cela entre dans la politique énergétique du gouvernement. C'est rassurant, c'est promoteur. Oui, mais il n'y a pas de secret sur ce plan-là. Sur ce plan-là encore, une fois, dès 1998, on savait les tendances. Dès 1998, on savait qu'il fallait réformer le secteur de l'électricité. Dès 1998, on savait qu'il y avait un déficit de production et qu'il fallait une production privée indépendante pour la remplacer.
et que moi je me souviens, à l'époque je n'étais même pas ministre, mais j'ai organisé le premier appel d'offres pour la Sénélec de production indépendante d'électricité. Donc aujourd'hui nous sommes dans cette lacée-là. La particularité de ce qui a été fait avant-hier, c'est que c'est une opération très intéressante dans deux sens. D'abord, c'est parce que c'était de l'énergie solaire, et c'était une centrale d'énergie solaire, c'est très important. Donc, dans le cadre du mix énergétique et de la protection de l'environnement, on a retrouvé des énergies renouvelables et pas des énergies fossiles classiques que nous avions. Et la deuxième raison qui était intéressante, c'est que c'était dans le cadre d'un PPP où nous avions des institutions très intéressantes. Public-privé. Voilà, mais nous avions un privé qui avait l'idée. Après, nous avons le Fonds 6 qui a pris une participation et Meridiam qui est un fonds d'investissement international qui a pris position avec de la dette de l'État, et ils ont pu mobiliser pour faire quelque chose de très intéressant, avec bien sûr des contrats très bien sécurisés, comme dans le cadre de programmes privés-publics. Donc ça, c'est une très belle initiative, et que ce qui est intéressant surtout, c'est qu'au prix où le kilowatt est vendu à la Sénélec, et au prix où la Sénélec nous vend le kilowatt, cette opération-là, marginalement, améliore mais la situation financière de la Sénélec. Et donc, il est important, ce sont des opérations qu'il faut multiplier, qui vont non seulement régler des problèmes de production, mais qui vont en plus redresser mais la situation financière de la Sénélec. Oui, la Sénélec qui n'a plus un problème de production, peut-être de distribution. Non, mais tout simplement parce qu'elle fait des circuits, elle va acheter avec des producteurs indépendants, mais qui l'injectent tout simplement dans le réseau. Et à partir de ce moment-là, la Sénélec les paye à chaque fois que du courant est injecté dans un réseau, qu'elle l'utilise d'ailleurs ou pas, mais ce qu'on appelle des contrats take-or-pay. Donc c'est ça qui s'est passé. Et cela veut dire tout simplement qu'avec ce type d'opérations qui sont ponctuelles et qui consistent à faire des micro-contrats par-ci, par-là, on pourra non seulement répondre à notre déficit énergétique, mais faire le mix nécessaire et en plus améliorer la situation financière de la Sénélec. Malheureusement, ce qui est possible dans le domaine de l'électricité n'est pas possible dans le domaine de l'eau. Parce que dans le domaine de l'eau, on ne peut pas faire ce type de contrat parce que nous n'avons pas ce type de technologie et de flexibilité, disons. Très bien. Vous suivez le grand jury qui reçoit l'ancien ministre du Plan, El Hadj Ibrahima Sall, président du parti Demain la République. Abordons maintenant le volet purement politique de cette émission avec les élections législatives du 30 juillet qui s'annonce. La dernière actualité, c'est le changement annoncé à l'issue de la rencontre entre la Commission électorale nationale autonome, Sénat, et les différentes coalitions. Le changement est le suivant. L'électeur peut prendre 5 bulletins de vote et non 47 maintenant. Mais que pensez-vous d'abord de cette décision avant de parler des réactions qu'elle a suscitées? Oui, d'abord, je pense que cette décision est une micro-décision dans le cadre des problèmes nombreux et importants que posent les législatives et la configuration de nos élections législatives actuelles. Mais d'emblée, elle règle une situation. Toutes les décisions règlent les situations, mais il vaut mieux des décisions consensuelles que non consensuelles, vaut mieux des décisions majoritaires que minoritaires. Celle-là est majoritaire. Dans ce cas, oui. elle est majoritaire, elle n'est pas consensuelle. Donc, on aurait pu avoir une décision consensuelle si, en amont, les questions avaient été discutées. Mais encore une fois, c'est mon opinion que la démocratie, en démocratie, les consultations doivent être permanentes et que le dialogue politique, il doit être permanent. Ce n'est pas à la veille des élections qu'il faut retrouver les Sénats, qui trouvent une règle et on passe au vote à main levée et voir qui est majoritaire, qui ne l'est pas. Et je pense que s'il y avait eu assez de dialogue politique, assez de concertation, on aurait abouti à une solution acceptée de tous. Et je pense que c'est ce qui est le plus souhaitable dans une démocratie. Elle est bonne, cette décision, à votre avis? Elle est bonne. Je pense qu'elle permet tout simplement d'aller plus vite et de ne pas faire attendre 3 heures de temps dans les queues. Et à partir de ce moment-là, on peut penser que ça peut encourager et relever légèrement le taux de participation aux élections. Parce qu'avec 47 listes ou 45 listes, c'était impossible et le taux de participation allait être particulièrement faible. Et aujourd'hui, même avec cette règle, il faut se poser la question si ce n'est pas décourageant a priori, pour beaucoup et dissuasif, de constater que les listes que vous avez, 47 listes, c'est une chose qui est intenable et qui est vraiment, à mon avis, très grave et qui demande une autopsie et une analyse très sérieuse de la situation. Oui.
et des réactions appropriées. Justement, certains leaders parlent de mascarade. Il y a la coalition réunie autour du Parti démocratique sénégalais qui appelle à une manifestation devant le siège de l'Assemblée nationale. Elle a aussi décidé de saisir la CEDEAO, mais aussi d'autres instances internationales. Il faut le faire. Mais pour quelles raisons ils veulent saisir la CEDEAO? Justement, pour dénoncer la modification d'une loi électorale, 6 mois, disons, à moins de 6 mois avant. Mais qu'est-ce qui est modifié? Qu'est-ce qui est modifié dans la loi? L'article L78, d'après cette coalition. Oui, mais c'est pourquoi. Je veux dire, à mon avis, il faut voir qu'est-ce qui est modifié. Si ce qui est modifié est substantiel, oui, mais ça mérite un recours, ça mérite des manifestations s'il le faut. Mais si ce qui est modifié n'est pas essentiel, ça ne le mérite pas. Et pour moi, si on arrive à régler le temps d'élection et de passage aux urnes, en faisant tout simplement, en demandant qu'on prenne 5 listes, moi je me dis bravo, c'est une solution qui est intelligente et je ne vois pas pour quelle raison y aurait-il un recours. Ce n'est pas nécessaire. C'est non pas seulement nécessaire et il faut se féliciter qu'on ait trouvé une solution heureuse. Sur abondance de listes, faible taux de retrait dans beaucoup de localités, élections en plein hivernage, question, va-t-on vers des élections à problème ou bien tout peut être bien géré sans difficulté majeure? C'est quoi votre avis là-dessus? Bon, mon avis d'abord, c'est qu'on est déjà dans des élections à problème. On ne va pas dans des élections, mais on y est déjà. Déjà, il y a problème. Le premier problème, c'est la profusion des listes. Aujourd'hui, il y a trop de listes pour une élection législative. Ça, c'est le premier point. Alors, pourquoi y a-t-il trop de listes? Je pense que 45 listes dans un pays comme ça ne facilite pas la lisibilité et ça ne facilite pas la visibilité même des partis politiques. Aujourd'hui, moi, j'estime que quand il y a 45 listes, on n'entendra personne et ce sera de la cacophonie. Mais à qui la faute? Et toute participation, justement, oui. À qui la faute, on reviendra. Mais vous posez la question essentielle. Oui. À qui la faute, on reviendra dessus. On reviendra là-dessus. Et donc, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que 45 listes, c'est trop. Il y a trop de listes, il y a trop de partis. Cependant, les réponses qui sont données tous les jours pour réduire les partis et les listes de coalition sont de mauvaises réponses. Questions sur lesquelles nous reviendrons d'ailleurs. Oui, mais parce qu'elles consistent tout simplement en des deals entre des partis, mais qui se réservent des privilèges. Aujourd'hui, Antoine, je le dis ici clairement, nettement, il y a une façon simple, radicale, de diminuer les listes, de diminuer les partis politiques. C'est tout simplement de diminuer les avantages des politiques et c'est de supprimer les privilèges des politiques. Si vous faites ça, il n'y aura plus d'intermédiaires. Mais quel avantage? Il y aura plus de partis. Mais parce que les partis politiques, aujourd'hui, par définition, mais c'est des intermédiaires. C'est des gens à qui les citoyens ont délégué la participation politique. Et rien n'est plus propice à la délégation, rien n'est plus propice à l'abstention, mais que la délégation. Une fois que vous déléguez, vous vous abstenez. Et les forts taux d'abstention dans nos démocraties s'expliquent tout simplement par ça. Parce que nous avons passé notre temps à déléguer la politique aux hommes politiques. Et pourquoi? Parce que tout simplement, mais il y a un avantage pour les partis politiques. Aujourd'hui, on peut se constituer parti politique, faire partie d'une majorité, avoir des sacs de riz, recevoir de l'argent, avoir des privilèges, avoir des passeports, ainsi de suite. Et c'est tout cela qu'il faut supprimer. Aujourd'hui, il faut supprimer les privilèges des politiques. Il y en a trop dans un pays pauvre. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut réduire au maximum les avantages. Et troisièmement, il faut engager de façon plus forte leurs responsabilités pénales et civiles dans le cadre des actions qu'ils commettent. Et quand on fera ça, ce pays changera et ce pays cessera d'être tenu en otage par des politiques et on cessera de passer notre vie à faire de la politique au lieu de travailler. On reviendra en détail sur certaines déclarations qui ont été faites et relatives au nombre important de partis politiques au Sénégal. Mais arrêtons-nous sur un fait qui a quand même marqué un peu l'actualité. Il s'agit du taux faible de retrait des cartes d'électeurs dans certaines localités. On a entendu des autorités administratives en parler. Est-ce que vous avez des appréhensions par rapport à cela? Mais moi-même qui vous parle, je n'ai pas reçu ma carte d'identité. Je suis allé pour la voir, pour essayer de la récupérer. On m'a donné rendez-vous le 7 juillet. J'estime qu'on aurait pu mener les opérations en amont et puis prendre la sérénité, prendre le temps et toute la sérénité qu'il faut pour avoir un processus électoral au-delà de tout soupçon. Vous avez peur que cela impacte sur le scrutin du 30 juillet prochain? Mais vous savez, tout ce qui nuit à la confiance impacte le comportement des uns et des autres et ne contribue pas à la paix.
Si vous voulez de la paix dans un pays, vous avez besoin d'une démocratie de confiance, vous avez besoin d'une économie de confiance et vous avez besoin d'une société de confiance. La confiance, elle est essentielle et la confiance, elle existe quand chacun sait et comprend et pense que l'autre joue un jeu franc et transparent. Alors, vous avez déjà embrayé sur la question, le nombre important de listes aux législatives qui a provoqué un certain nombre de commentaires. Permettez la répétition. D'abord, le président Macky Sall qui l'a déploré. Idrissa Seck qui prône la disparition de certaines formations qui ne vont pas aux élections pour se peser. Et puis Ousmane Ngom qui parle de la dissolution de partis qui n'auront pas un député à l'Assemblée nationale. Procédons à l'analyse de toutes ces déclarations. Alors, les 3 déclarations viennent d'hommes politiques. Mais c'est le premier point que je voudrais citer. Les 3 hommes que vous avez cités sont des hommes politiques qui sont à la tête de formations politiques et qui défendent des intérêts d'organisations privées qui sont des partis politiques. Je dis encore une fois, toute solution envisagée par des politiques pour répondre à cette pléthore ou à ce nombre exagéré de partis politiques ne sera pas une solution véritable. Mais quand même dans le fond, ils ont quand même raison. Non, ils n'ont pas raison. Sur le fond, s'ils veulent diminuer les partis politiques, ils n'ont qu'à commencer par supprimer les privilèges des politiques, diminuer les avantages et engager les responsabilités civiles et pénales dans la conduite des affaires. On ne peut pas en même temps demander la réduction des partis politiques et en même temps continuer à accumuler les privilèges pour les hommes politiques. Et les 3 déclarants sont des hommes politiques, je suis désolé. Ils sont à la tête de partis politiques, ils ont des intérêts politiques, donc ils sont assez mal placés pour en parler. Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire derrière ce débat-là, il y a une tentative de prendre un marché qui est un marché très concurrentiel pour en faire un oligopole. Et ça, c'est toujours mauvais pour le consommateur politique final. Aujourd'hui, on dit qu'il y en a 47, il faut les réduire à 3. Et qui va être les 3, mais c'est une coalition qui va gérer les intérêts, qui va détourner les intérêts et qui va tout simplement vivre de politique. Il faut arrêter de vivre de la politique. Il faut que les hommes politiques, il faut, disons, je vais dire un terme choquant, il faut ubériser la politique en supprimant les intermédiaires, en supprimant les avantages, en supprimant les privilèges et en augmentant le coût d'exercice de la politique. Quand on fera ça, il n'y aura plus de partis, il n'y aura plus de pléthore de listes. Oui, mais quand même un parti politique qui ne va pas aux élections, qui ne se pose pas, qui va se réfugier toujours dans une coalition, c'est aussi un problème. Oui, mais bien sûr, mais à partir du moment où vous concevez qu'il faut des coalitions, à partir de ce moment-là, mais vous n'avez que des partis de soutien, mais qui ne sont pas des partis. Aujourd'hui, la question de fond, c'est que oui, il faut que les partis partent aux élections. Mais le but des partis politiques, mais ce n'est pas de conquérir le pouvoir, comme on dit. Mais ce n'est pas de participer à des élections. Ah oui. Le but des partis politiques, la finalité d'un parti politique, mais c'est d'élever la conscience politique, mais des citoyens. Donc, il faut que ces partis politiques commencent d'abord par exister à travers des idées, à travers des programmes, et qu'ils exposent leur programme et leur vision de la politique. Tous ces partis-là, vous ne savez pas ce qu'ils pensent de quoi que ce soit. Et vous avez de nombreux partis, mais sur les 47 partis, il y en a très rares qui ont des positions de principe sur les grandes questions, mais qui concernent notre pays. Et donc, vous avez des partis politiques qui ne parlent pas, des hommes politiques qui ne prennent pas de position, et qui tout d'un coup se lèvent pour dire qu'il faut réduire les partis politiques. Réduire pourquoi? Au nom de quoi? Le réduire en donnant aux partis politiques qui ont plus d'argent les moyens d'exister. Et ceux qui n'ont pas d'argent, qu'ils disparaissent. Mais c'est ça que vous voulez. Et donc, c'est absolument pas sérieux et c'est pas des arguments qui règlent la question de fond. Le jour où on trouvera des hommes politiques qui sont engagés, qui sont désintéressés, ce jour-là, il y aura moins de listes. Quand les gens auront moins de voitures, moins de dotation d'essence, moins de sacs de riz, moins de privilèges, les partis politiques disparaîtront d'eux-mêmes. Donc la question essentielle, c'est la question des privilèges des hommes politiques qu'il faut diminuer et qu'il faut régler. Et tant qu'on ne fera pas ça, notre pays n'avancera pas, je vous dis. Justement, vous posez le problème sous un angle purement idéal. Il faut le dire, idéal politique, je veux dire, très idéaliste d'ailleurs. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas rêvé quand on voit la façon dont la politique est faite au Sénégal? Oui, mais attendez, mais ce que je dis, c'est d'une vérité absolue. Je vais vous donner un exemple très simple. On est d'accord avec ce que vous êtes en train de développer. Je vous donne un exemple très simple. Non, mais je vous donne le cas de la Norvège. Oui. Le ministre de la Justice et de l'Intérieur, puisqu'il cumule les deux en Norvège, est un ministre qui n'a pas de chauffeur, qui n'a pas de voiture de fonction, qui n'a pas de garde-corps,
qui se fait rembourser parce qu'il prend des taxis, qui a 7 500 francs par repas déjeuner, 7 500 francs par dîner, et 37 500 francs pour ses nuitées en déplacement. Le jour que vous avez un modèle comme ça, et pourtant, je fais remarquer c'est possible au Sénégal. que le PIB... on va parler de clochardisme dans nos institutions. Que le PIB du Sénégal est de 1000 euros à peu près par habitant. En Norvège, il est de 100 000 euros. C'est un pays qui est 100 fois plus riche que nous. Il faut que nous soyons sérieux si nous voulons être crédibles. Et ces avantages-là, accumulés, qu'on donne aux politiciens. Mais quand vous voyez une belle voiture, mais c'est rarement la voiture d'un entrepreneur, de quelqu'un qui travaille, qui épargne et qui investit. C'est jamais ça. C'est des gens qui sont sur des circuits, mais plus ou moins politiques, et qui n'ont de profession que la politique. Et je trouve que ces gens-là, aujourd'hui, c'est pas des deals ou des ententes ou des collisions entre politiques qui vont établir des règles pour faire disparaître certains et pour maintenir d'autres. Et donc, il faut s'attaquer au problème de fond. Le problème de fond, c'est les privilèges et ceux qui vivent de la politique. Maintenant, en ce qui concerne la participation aux élections, mais je suis tout à fait d'accord. Mais si je prends par exemple le cas de mon, de demain mon parti, la République ne sera pas aux législatives. Demain la République, c'est quoi Demain la République, justement, nous avons participé aux élections municipales passées. Nous avons eu des conseillers municipaux à travers le Sénégal. C'est que nous n'avons pas besoin d'aller faire du buzz à droite, à gauche, mais nous avons des conseillers municipaux qui, jusqu'au moment où je vous parle, siègent dans les mairies. Mais nous avons décidé de ne pas participer aux élections législatives. Et pourquoi? Pour 3 raisons. La première raison, c'est que d'abord, il y a une cacophonie. Avec 50 listes, il n'y aura pas de visibilité. Et je me demande à quoi cette campagne va servir. Et vous verrez, les gens, on leur demande d'avoir 2 minutes, de faire 10 fois le tour de Dakar et des régions pour venir parler. Je me demande de quoi ils vont pouvoir parler. La deuxième chose, c'est que l'Assemblée nationale actuelle, telle qu'elle fonctionne, telle qu'elle opère, ne nous intéresse pas. Nous en avons discuté et nous avons pensé que nous ne sommes pas là pour prendre des 4x4, des bons d'essence et un titre de député, même si derrière, on va participer à une assemblée qui ne va pas servir le peuple. Et pour ces raisons de conscience, nous avons dit non, nous ne participerons pas et nous ne ferons pas partie de ce qui contribue à augmenter la cacophonie. Est-ce que ce n'était pas l'occasion justement pour vos partis politiques de participer à ces élections législatives, d'aller à l'Assemblée nationale, d'être la voix du peuple, de défendre les bonnes causes? Mais Antoine, défendre les bonnes causes, ça ne se fait pas en 21 jours. Depuis que j'existe et vous me connaissez, combien de fois je suis venu dans les ondes de la RFM et dans d'autres radios et sur les ondes de la télévision pour défendre ce que je pense être la République, ce que je pense être le pays et ce que je pense être les intérêts du peuple sénégalais. Donc moi, cette action-là, je la fais en permanence et je la fais partout, je la fais toujours. Je n'attends pas le temps d'une élection. Je ne suis pas de ceux qui font du business 365 jours et qui attendent une année bissextile pour venir le 366e participer à une élection, parler 2 fois et après disparaître. La politique, c'est une question d'idées et de convictions et c'est quelque chose qu'on mène tous les jours autour de soi, avec soi. Alors, je rappelle que nous recevons dans le grand jury El Hadj Ibrahima Sall, président du parti politique Demain la République, ancien ministre du Plan sous Abdou Diouf. On va aux législatives et il y a Khalifa Sall qui risque de passer la campagne en prison. Mais le problème posé, c'est que la tête de liste de Manko Taxawu Sénégal puisse bénéficier de son temps d'antenne. Quel est votre commentaire sur cet état de fait particulièrement, mais aussi de façon globale sur l'affaire Khalifa Sall que vous n'avez jamais évoquée en public? Oui, Antoine, vous savez, il faut que nous soyons très sereins. Dans une démocratie, ce n'est pas pour rien qu'on crée des institutions. Et chaque institution a un rôle précis qu'il doit jouer. Dans une démocratie, dans une république, il y a une institution qui est chargée d'accuser les citoyens et de les absoudre. La justice. Et cette institution s'appelle la justice. Et c'est parce qu'il appartient à la justice d'accuser que quand un dossier est en instruction, je ne le commente pas. Et que comme c'est à la justice d'absoudre, quand il s'agit de condamner, je ne juge pas une décision de justice. En revanche, en tant qu'homme politique, c'est ma dignité de poser le vrai débat sur l'orientation de la justice, pas sur un justiciable particulier, mais sur la justice pour que les magistrats exercent leurs fonctions avec
en toute bonne déontologie. D'ailleurs, je vous rappelle que depuis hier, il y a un manuel de déontologie des magistrats qui a été publié. Oui. Et que, au-delà de ça, qu'on se batte pour une justice indépendante. Parce que la seule question digne de discussion, de débat dans une démocratie, mais c'est la question de l'indépendance de la justice. Parce que, après Dieu, mais c'est notre recours. Et c'est notre seul recours. Donc, il est important que les juges, les magistrats, soient des êtres infaillibles, indépendants, loyaux, impartiaux. Et ça, quand je parle d'indépendance, je parle d'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Je parle d'indépendance vis-à-vis du pouvoir financier. Il faut qu'on se donne les moyens de protéger la justice contre la finance et l'argent. Oui. Il faut qu'on se donne les moyens de protéger la justice contre les milieux religieux. Il faut qu'on se donne les moyens de protéger la justice, mais contre les sectes philosophiques. Donc, vous voyez, cette question d'indépendance, elle est multifacette, elle est multidimensionnelle. Oui. Et il faudrait que nous l'engagions de façon sereine, mais il faut laisser la justice travailler. Oui, on ne peut pas, matin, se battre pour que cesse l'impunité, l'après-midi, compter sur des pressions politiques, mais pour régler des problèmes judiciaires. C'est pas ma façon de voir. Ce manuel de déontologie du magistrat, est-ce que ce n'est pas une réponse à ceux qui ont souvent tendance à critiquer la justice en parlant de justice aux ordres et autres? Mais ce n'est pas une réponse, c'est un début de réponse. Parce qu'un code de déontologie est ce qu'il est. On peut le suivre comme ne pas le suivre. Vous pouvez avoir un excellent code de déontologie et derrière avoir des pratiques qui sont les plus répréhensibles. Il faut, en plus du code de déontologie, deux choses. Il faut d'abord renforcer la discipline des juges, donc le pouvoir de sanction des juridictions, des présidents. Et ça arrive souvent d'ailleurs. Il y a beaucoup de juges qui sont punis, on ne fait pas de la publicité dessus, mais il faut que ce travail de discipline des juges soit encore renforcé. Mais en plus, il faut les institutions qui doivent décider de la carrière des juges et de leur avenir soient le plus, permettre en tout cas mais une indépendance. Et ça, c'est notre dignité et c'est notre honneur en tant qu'homme politique de préserver l'indépendance de la justice. Parce que tant que la justice n'est pas indépendante, cette société posera des problèmes de confiance et nous serons toujours menacés, au moins dans ce que nous pensons être notre choix démocratique. Pour revenir un peu aux législatives, Abdoulaye Wade, dans la campagne, vous en pensez quoi ? C'est encore une exception sénégalaise, comme le disent certains. Non, ce n'est pas une exception sénégalaise. Je veux dire, si vous me demandez, oui. C'est-à-dire que d'abord, le président Abdoulaye Wade a le droit, comme vous, comme moi, comme le jeune de 16 ans, de participer à une campagne. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge pour participer à une campagne. C'est un droit de citoyen et il faut que nous soyons très rigoureux sur ce point-là. C'est un droit humain. Il est inaliénable et il faut qu'on le lui laisse. Maintenant, il est bien entendu que notre pays est à la croisée des chemins. Il est bien entendu que le monde change vite et très vite et qu'aujourd'hui, nous avons besoin de projeter notre pays dans l'avenir. Et moi, c'est ma conviction personnelle qu'il sera projeté par la jeunesse et par des jeunes. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je me bats pour qu'il y ait partout dans le pays une parité jeune-non jeune. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays où il y a 75% de jeunes et que nous continuons à gouverner ce pays-là avec de la gérontocratie, avec des personnes qui sont... En tout cas, c'est à peu près les mêmes qui sont là, ils sont encore là. Mais les mêmes qui sont là, aujourd'hui, moi je vais avoir la soixantaine bientôt, et il y a des hommes qui sont actifs et qui étaient là quand j'étais né en train de faire de la politique. Donc c'est un gros problème. Le renouvellement de la classe politique. Il faut renouveler toute la classe politique. Il faut la renouveler non seulement en termes d'âge, il faut la renouveler en termes de visage, il faut la renouveler en termes d'usage et il faut la renouveler en termes de pratique. Il faut une société nouvelle, toute nouvelle, où la politique ne servira pas de moyen de réussir vite sans travailler. Et moi, je me bats pour cet idéal-là. Très bien. Alors, bientôt, on aura une nouvelle Assemblée nationale. De quel type d'assemblée vous rêvez ? Alors moi, je ne rêve pas parce que je connais les dispositifs, je connais les partis politiques, comment ils sont constitués, je vois les alliances. Il y aura une Assemblée nationale plus ou moins nouvelle parce que je pense que le mode de scrutin va encore favoriser le pouvoir en place. Et la deuxième chose, mais je n'attends pas grand-chose de cette Assemblée. Elle votera les lois, elle fera les contrôles, mais je n'attends pas une révolution de cette Assemblée. Comment devrions-nous faire pour avoir une Assemblée de qualité à l'avenir ?
Puisque pour vous, c'est déjà fini. Oui, mais vous posez une question de fond. Je pense que l'essentiel dans notre pays et dans notre système politique est concentré entre les mains du président de la République. Et c'est lui qui a la clé de tout cela. Donc je pense que c'est un rapport direct entre le président de la République et le peuple sénégalais. Et c'est par ce rapport de confiance qu'on arrivera à changer le Parlement. Je m'explique. Je pense que c'est au président de la République de porter un projet révolutionnaire pour changer le Parlement. Et s'il le souhaite, le Parlement sera changé. Si le président de la République souhaite que la société civile rentre beaucoup plus en force dans le Parlement et qu'il y ait un Parlement moins politisé, ça le sera. Si on décide de garder avec les questions économiques, des moyens et tout ça, la structure actuelle, elle continuera. Et le pays continuera à être pris en otage par une coalition de partis politiques, qu'elle soit d'opposition d'ailleurs ou de majorité. Et ce que je dis là n'est pas nouveau, c'est ce qui tient le Sénégal en otage, mais depuis notre indépendance. Et il faut pouvoir dépasser ça et aller plus loin. Mais parce que le monde change et dans tous les pays, mais aussi, il ne faut pas trop rêver que de voir le président de la République procéder à ces changements pour donner une autre image à l'Assemblée nationale, quand on sait que les différents pouvoirs s'appuient sur le pouvoir exécutif aussi, hein, quelque part. Non, la majorité mais je ne suis pas d'accord avec vous parce que tout simplement, il y a une séparation des pouvoirs. Oui, moi, sans je doute. Suis un homme de principe. Dans les principes, il y a séparation de pouvoir. Le président de la République, qui n'est pas d'ailleurs concerné par ces élections législatives, c'est même pas son affaire. Parce que le président de la République, il est élu pour 7 ans et quel que soit X, il restera pour 7 ans et on le souhaite parce que c'est ça que disent nos institutions. Il faut être respectueux. Comment il n'est pas concerné? S'il n'a pas la majorité, est-ce qu'il va gouverner de façon tranquille? D'abord, même s'il n'avait pas la majorité, d'abord, je pense, bon, c'est pas important, mais d'abord, même s'il n'avait pas la majorité, son sort il n'est pas concerné parce qu'il n'a pas procédé à des élections législatives à la suite d'une dissolution. C'est dans le cadre de déroulement normal des élections, et s'il n'a pas la majorité, il nommera un Premier ministre issu des rangs de l'opposition. Et dans ce cas-là, ce Premier ministre ne peut qu'appliquer la politique que lui, le président de la République, a définie parce que c'est ce que notre Constitution dit. Donc il n'y a aucun problème. Au lieu de s'appeler Ben Mohamed Dionne, il s'appellera Antoine Diouf. Point. Et quel est le problème? Ils continueront à exécuter la politique. Et il n'y aura pas de risque d'instabilité? Absolument, aucune instabilité. Mais pourquoi de l'instabilité? D'autant d'ailleurs que cette Assemblée va tout simplement continuer à voter. Mais le PSE aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait de projet. Le budget sera voté, les investissements seront votés. Et je ne vois pas quel est le point de conflit qui peut exister aujourd'hui entre le président de la République et l'exécutif. Donc, ce fantasme de cohabitation est un fantasme qui n'a pas de sens. Et le président de la République, quel que soit X, gouvernera ce pays jusqu'en 2019, Inch'Allah. Très bien. Nous allons aborder d'autres questions économiques. L'économie sénégalaise, sa situation avec un taux de croissance de 6,5% en 2016. Le Sénégal qui a réussi à lever d'importants fonds sur le marché financier international, 660 milliards de francs CFA. Le Sénégal qui a le meilleur ministre des Finances d'Afrique à l'occasion de la 11e cérémonie des African Bankers Awards. Quel commentaire faites-vous de tout cela? C'est logique quand même. Oui, mais moi je fais des commentaires d'économistes, je ne fais pas des commentaires de journalistes, excuse-moi, parce que dans ce que vous dites, il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'économie, il y a beaucoup de choses, mais qui relèvent du buzz. Et donc, oui, mais le Sénégal, la situation macroéconomique du Sénégal est une situation très bonne, et ça c'est confirmé par les résultats qui sont tout le temps annoncés par monsieur le ministre de l'économie et des finances, qui affiche un taux de croissance depuis quelques années qui est constant, qui est d'un niveau très élevé, et enfin d'un niveau acceptable. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, vous me dites, on s'est endetté, on a levé 660 milliards. Moi, économiste, vous levez 660 milliards, mais ça ne veut rien dire tant que je ne sais pas vers quelles utilisations vont ces 660 milliards. Donc pour moi, c'est des investissements, c'est des taux de rendement que je vais comparer avec le coût de la dette. Et c'est ça qui est important. C'est est-ce que l'emprunt que je suis allé chercher à un taux donné a été investi dans des investissements qui ont des taux de rentabilité supérieurs ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas de gaspillage de ressources? Est-ce qu'il n'y a pas de gaspillage de capital? Ça, c'est le premier point. Donc, sur l'endettement, c'est les investissements qui sont en dernière instance le verdict. Deuxième chose, la situation macroéconomique, c'est une chose. Mais la santé économique du Sénégal ne dépend pas que de mon ami Amadou Ba. Il dépend d'autres facteurs.
il dépend des entrepreneurs, il dépend de la consommation, il dépend du moral des entreprises, il dépend du désir de consommation des ménages, il dépend des anticipations de tous les acteurs du système. Donc c'est un problème complexe. Donc la gestion macroéconomique est un point de départ. Il dit tout simplement que l'environnement économique est assaini, il est sain. Mais derrière, il y a beaucoup de choses qu'il faut pour que nous puissions enfin avoir des résultats sur le plan de la réduction des inégalités, sur le plan de la réduction de la pauvreté, et enfin sur le plan de l'emploi et surtout de l'emploi des jeunes. Voilà les questions majeures pour lesquelles on doit se poser des interrogations dans notre économie, et c'est les véritables indicateurs de performance économique à mon avis. Oui, mais quand on est dans l'équilibre macroéconomique, comme vous dites, le reste devrait se faire sans peut-être difficulté majeure, non? Non, absolument pas. L'équilibre macroéconomique est une donnée. On peut avoir les décisions et les comportements microéconomiques peuvent donner mais toute autre chose. Mais c'est un moindre mal. C'est-à-dire que vous ne déstabilisez pas les choix microéconomiques. Ça veut dire que le choix des acteurs n'est pas déstabilisé parce qu'il n'y a pas d'inflation, parce que vous leur donnez un environnement stable, parce qu'ils ont des conditions de prévision et tout. Mais par exemple, je vous donne un exemple très simple. Si je vous donne le cas du taux de croissance et l'équilibre macroéconomique, et ce n'est pas évident que l'équilibre macroéconomique soit plus important mais que la transparence et la confiance dans la justice, par exemple, en économie. Même sur le plan purement économique, la confiance en la justice peut être plus important mais l'équilibre macroéconomique. Donc, mais tout se tient et tout va ensemble. Et ça, la gestion macroéconomique est très bien conduite. Oui. C'est une très bonne chose, mais ce n'est pas tout. Et ce n'est pas ce qui fera qu'en dernière instance, nous ayons des victoires sur le chômage des jeunes, sur l'emploi de tout le monde et sur notamment la réduction de la pauvreté. On n'a pas une bonne tenue économique si on regarde le déficit budgétaire qui est depuis quelques années dans une logique de baisse, 6,7% en 2011, 4,2% en 2016, avec une ambition de le maintenir, ce déficit budgétaire à 3,7% en 2017. Oui, non, mais c'est très bien. Comme je vous ai dit, mais la gestion macroéconomique, elle est très bien faite. Et la gestion macroéconomique, c'est le déficit budgétaire, c'est le déficit commercial qui, lui, se porte moins bien, mais on pourrait en parler. Mais c'est le taux de croissance et c'est l'inflation. Donc, tous ces paramètres-là de gestion macroéconomique se comportent très bien. Est-ce que les différents projets du gouvernement dans le cadre du PSE peuvent considérablement renforcer au développement de l'économie sénégalaise? Vous faites partie de ceux qui le pensent, ou bien vous faites partie de ceux qui pensent que le PSE est quelque part mal articulé? Bon, disons que il faut savoir en toute chose raison garder. Et les deux extrêmes sont mauvais dans ce cas, dans ce cas-là. Sur l'analyse du PSE, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le PSE, c'est un programme. Il n'est pas encore déroulé. Il n'est qu'en début de déroulement. Aujourd'hui, le PSE doit mobiliser, et en plus, le PSE, mais ce n'est même pas que des investissements. C'est des programmes de réforme dans tous les secteurs presque du pays. Tout à fait. Alors, donc, c'est un problème beaucoup plus global et beaucoup plus long terme. Ce qu'on peut faire, c'est observer les 3 premières années ou les 2 premières années et se dire, est-ce que ça va très bien? Aujourd'hui, moi, mon opinion, c'est que sur le plan des investissements publics et le rythme d'investissement, ça va plutôt dans le bon sens. Mais les performances que nous avons en investissement ne sont pas les mêmes performances que nous avons en matière de réforme. Je vais vous donner un exemple très simple. Regardez le domaine de l'enseignement et de l'école, les réformes où on en est. Aujourd'hui, nous avons toujours une école avec des syndicats qui sont tout le temps en grève et nous avons encore une école qui est paralysée. Je vous donne la santé, il y a beaucoup de réformes pour changer les règles de comportement dans les hôpitaux, dans l'accueil, dans la situation des médecins, dans plein de choses. Ces réformes ne sont pas faites. Donc pour moi, le côté réforme, il va moins bien que le côté investissement du PSE. Et qu'est-ce qui a été fait dans le cadre du PSE et qui vous satisfait particulièrement? Non, mais il y a la question de l'énergie, par exemple.
On a pris les bonnes décisions dans le domaine de l'énergie, on a pris des bons investissements dans le domaine de l'énergie, et ça, c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'il faut aussi dire? Il y a eu des efforts qui ont été faits sur les infrastructures, je pense. Et ça, c'est très bon. Quand vous avez l'énergie et l'infrastructure, mais vous avez les conditions de départ de la croissance. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut dire que le Sénégal est développé ou le Sénégal va émerger parce qu'on a fait ça. Il y a beaucoup de réformes qui n'ont pas été faites. Et vous comprenez avec moi que dans un pays où il y a des élections tous les 2 ans, il y a difficilement des réformes. Et les réformes, souvent, on en parle, mais on ne les conduit pas. Et sans les réformes, l'économie ne croît pas. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à 6,7%, mais il y a des réformes qui auraient pu être menées, mais pour porter le taux de croissance, mais très facilement à 9%. Rapidement, on peut faire. Oui, absolument, parce que c'est des réformes. Dans quelle échelle? Mais c'est des réformes. D'ici combien? D'ici 2019, non, mais ça dépend 2020? Non, mais ça dépend quand est-ce qu'on commence les réformes. Si le président de la République commence les réformes cette année, il peut avoir en 2 ans des résultats massifs. Et ça peut concerner les marchés publics, ça peut concerner la fiscalité, ça peut concerner les réformes bancaires, ça peut concerner même les réformes sur la gouvernance statistique. Et vous avez énormément de choses qui peuvent aujourd'hui faire en sorte que, mais sur la croissance, mais sur les entreprises, sur les PME. Donc, vous avez une panoplie de réformes aujourd'hui qui sont ouvertes et qu'on aurait pu mener et qui auraient pu porter le taux de croissance, à mon avis, très facilement. Le gouvernement est sur la bonne voie. Mais je ne suis pas là, je ne note pas comme ça, mais c'est les journalistes qui aiment noter. L'économiste que vous êtes, moi, je ne sais pas ce qu'est être une bonne voie. Je dis que le gouvernement marche, elle a un plan. Sur ce plan-là, les investissements se déroulent très bien. Les réformes, parfois, moi, je les trouve à mon goût, et ça n'engage que moi, lents. Parce que nous sommes dans un pays et dans une société où nous avons, comment on appelle ça, où nous avons un consensualisme paralysant. Parce que tout simplement, notre pays est une juxtaposition de veto avec des groupes d'intérêt qui refusent que ça change et que ça bouge. Et ça, c'est un problème de fond. Et sans cela, sans ces réformes-là, notre pays ne va pas avancer. On va avoir beaucoup de slogans, très peu de solutions, beaucoup de paroles, très peu d'actes, parce que tout simplement, les groupes sociaux n'ont pas envie que les intérêts soient remis en question. Et l'émergence demande à ce que notre pays bouge et que des réformes soient entreprises. Très bien, il nous reste 4 petites minutes. On va aborder la Casamance. Le sujet donc relatif à la Casamance, puisque les questions de sécurité et de défense vous intéressent. Vous vous intéressez justement à cette crise. La toute dernière actualité, c'est la déclaration de Salif Sadio dans les médias internationaux. Quand le chef rebelle dit ceci, même s'il ne me reste que 4 combattants, nous libérerons la Casamance. Que dire d'une telle sortie? Alors, moi, je ne commande pas la sortie, mais je commande tout, plus que la sortie. L'attitude à la fois du MFDC et l'attitude du gouvernement. Et de façon générale, mais c'est une attitude sur laquelle j'ai eu une position très dure de tout le temps. Même quand j'étais dans le gouvernement, tout jeune, il y a une vingtaine d'années, j'étais le seul j'étais en tout cas un de ceux qui portaient la position la plus dure sur cette question-là. Parce que je pense que, le Sénégal est un pays souverain. Deuxièmement, il est hors de question d'accepter une quelconque scission ou l'idée d'une scission dans notre pays et que nous devons avoir une position dure vis-à-vis du MFDC. Sur le plan politique, il faut négocier, mais sur le plan opérationnel et stratégique, il faut que le Sénégal et son armée gardent l'initiative. On n'aurait même pas dû, mais par exemple, quand un chef rebelle vous dit qu'à 4, je continue la guerre, mais ça veut dire qu'à 4, mais il faut réduire le groupe. Mais ça s'appelle en termes militaires et durs, mais c'est une réduction des résistances isolées. Donc quand vous avez des résistances isolées, mais il faut les réduire. Donc l'initiative opérationnelle, il faut qu'elle appartienne à l'armée et que les politiques laissent à l'armée l'initiative de mener la pression sur le front et sur les combattants du MFDC. Et en même temps, d'ouvrir les négociations politiques et en même temps, d'avoir un plan de développement économique pour la Casamance. Ces 3 éléments sont importants. Plan de développement économique qui est le point le plus important, mais les 2 points les plus urgents, c'est reprendre l'initiative stratégique opérationnelle sur le plan militaire et en même temps, sur le plan politique, ouvrir des négociations parce qu'on n'accule pas
quelqu'un sans lui donner mais la possibilité, une fenêtre de tir pour pouvoir... Mais justement, ça nous amène à parler de la façon dont le processus est géré par l'État du Sénégal, avec une certaine discrimination pour la Casamance. C'est une façon de gérer cette crise, non? Non, mais je ne comprends pas ce que vous appelez discrimination pour la Casamance, Antoine. Oui, au plan économique. Non, mais et puis les projets qui ont été... Discrimination positive ou négative? Mais vous êtes en train de me dire que la Casamance est bien traitée ou maltraitée? Bien traitée. Oui, elle est bien traitée et c'est normal, mais parce qu'elle vient de loin. Et je pense que c'est pas mauvais qu'elle soit bien traitée. Mais c'est que pendant qu'elle est bien traitée, il faut qu'on ne permette pas à la rébellion d'exister et qu'elle ait des problèmes et qu'on la mette mais sur des préoccupations défensives. La deuxième chose, je pense que moi, j'aurais en tout cas réagi à la publicité que France 24 fait du MFDC, parce que je trouve que c'est inadmissible. De la même façon que à l'époque, il y avait un journal de la presse nationale, mais qui avait fait ce genre de déclaration et qui avait fait l'objet de sanctions. Je trouve qu'elle l'a mérité et il faut... C'était bien qu'on l'ait fait, mais je pense qu'il faut aujourd'hui encore réagir vigoureusement contre France 24 et voir qu'est-ce qu'il y a derrière cela et puis consulter notre ambassadeur, mais s'il le faut. Mais c'est des positions et des déclarations qui sont inadmissibles. Très bien. Et là, Ibrahima Sall, nous sommes au terme de cette émission. C'était le grand jury avec comme invité l'ancien ministre du Plan Sou Abdou Diouf, président du parti politique Demain la République. Au micro, Antoine Diouf, à la technique Marie-Justine Diogo, digital manager Maguette Koulibaly. Bon dimanche à toutes et à tous.